Les Libanais prennent le contrôle de la Côte d'Ivoire. Le niveau d'alerte est maximal, ce n'est pas une plaisanterie. Un Ivoirien qui demande pardon à un Libanais en Côte d'Ivoire pour ne pas que ce Libanais prenne son terrain. Écoutez. Le jour où vous allez voir un Libanais en train de porter main à un corps habillé en Côte d'Ivoire, passez vos chemins. N'intervenez pas les gars. Aujourd'hui, le débat a été rappelé par une affaire qui circule massivement sur les réseaux sociaux en Côte d'Ivoire. Une radio appelée BLN 106 FM, liée à la communauté libanaise d'Abidjan, diffuse principalement en arabe et dans un format orienté vers cette communauté exclusivement. Donc, un média exclusivement libanais en Côte d'Ivoire. Ça, ce n'est pas juste un média, c'est la confirmation d'un phénomène plus large. Ils ont des écoles à part, des quartiers à part, des réseaux économiques à part et maintenant des médias à part. أكيد بدي أقول أهلا وسهلا للجميع متابعينا راديو BLM الراديو اللبناني بساحل العاج. On assiste à une ségrégation raciale autorisée et mise en place par le gouvernement d'Alassane Ouattara au profit de la communauté libanaise. Et oui. Après l'annonce de la création de cette radio libanaise-là en Côte d'Ivoire, sur les réseaux sociaux, les réactions explosent. Certains dénoncent un pays dans le pays. Comment une communauté économique, déjà trop influente, peut-elle développer ses propres infrastructures médiatiques sans que cela ne soulève des questions sur l'intégration nationale? Ils font tout de leur côté. Ils ne se mélangent à rien. Dans un pays qui ne se veut pas particulièrement cosmopolite, mais malgré tout, les dirigeants sont là, tranquilles, posés, n'ont aucune pression. Il est possible pour un Ivoirien de créer un média au Liban. C'est ça. Ce genre d'affaires agit comme un révélateur, littéralement. Le débat existe déjà. On l'avait déjà vu par exemple avec le type qui voulait devenir maire en Côte d'Ivoire, ou encore quand les Libanais avaient demandé une solidarité des Africains pendant les frappes israéliennes au Liban. La radio ne fait que cristalliser des frustrations déjà accumulées depuis des années. La question n'est pas la musique qui va passer dans le média là. La question, ce n'est pas les infos qui vont être présentées, ni la langue utilisée. La vraie question, elle est beaucoup plus profonde. Comment est-ce qu'on en est arrivé là, à une situation où certains réseaux économiques dans un pays sont capables de bâtir des structures parallèles, presque autonomes au pays en lui-même? Comment est-ce qu'on a pu laisser faire un truc pareil arriver? Pour comprendre ça, il faut qu'on remonte un peu plus loin dans le temps. Parce que ça va vous donner un contexte que peut-être vous ignorez. L'histoire de la présence libanaise en Iran commence bien avant les polémiques actuelles. Dès le début du XXe siècle, on a des migrants venus du Liban qui arrivent en Afrique de l'Ouest, souvent dans un cadre de système colonial. Donc ce sont les Français qui favorisent leur arrivée. Les autorités françaises validaient ça alors pour pouvoir avoir des intermédiaires commerciaux capables de relier les marchés locaux aux circuits internationaux. L'idée était de refuser d'avoir des acteurs ouest-africains trop riches, trop influents et surtout capables de communiquer à l'international. Ils se sont dit, bon, ok, comme on n'a personne localement à qui on peut confier cette tâche, de peur qu'il utilise ce levier pour se libérer, ce que l'on va faire, c'est qu'on va utiliser des proxys. Donc des personnes avec qui le gouvernement ivoirien va discuter et ces personnes seront chargées de discuter à l'international de quoi que ce soit. En gros, c'est ça l'idée. Les premiers réseaux s'installent progressivement, ce qui crée des chaînes d'import-export qui s'étendent sur plusieurs pays. Puis arrive la crise. Difficultés économiques au Liban, guerre civile entre 1975 et 1990. La Côte d'Ivoire devient une destination stratégique pour les Libanais, encouragée tout court par la stratégie française. D'ailleurs, comme Haïti aussi, Haïti faisait partie de cette destination stratégique-là, parce que les Français voulaient contrôler ces territoires d'une façon ou d'une autre, et surtout via des proxys. La stratégie utilisée, ce n'était pas un afflux massif de migrants libanais en Côte d'Ivoire ou ailleurs. Non, ils ont été plus subtils. Ils se sont servis des réseaux familiaux. On a un ou deux membres de la famille qui partent d'abord. Ils s'installent, ils travaillent, ils s'en sortent financièrement, puis chacun d'eux fait venir deux autres, puis deux autres, puis deux autres. Un modèle qui crée une solidarité interne extrêmement efficace et une capacité de croissance rapide que peu d'acteurs sociaux peuvent égaler. Très peu. Et c'est comme ça qu'au fil des décennies, cette organisation économique a produit des résultats impressionnants. Des milliers d'entreprises émergent, des emplois sont créés, des secteurs entiers deviennent structurés autour de ces réseaux commerciaux libanais. Mais maintenant, voilà le problème. Lorsqu'un réseau économique devient intouchable, il finit par devenir visible, puis dominant, puis à créer l'injustice parce que fondamentalement, ce sont des gens qui veulent dominer les autres.
Avant de continuer, je vous rappelle que la Craft est disponible. Vous y trouverez ma formation YouTube, mais aussi des formations en dessin, montage vidéo, création de bandes dessinées, conception de miniatures YouTube et ainsi que des formations en technique d'animation utilisées par les grands studios. On y ajoute régulièrement de nouveaux contenus, notamment en programmation d'applications comme Netflix ou Shazam. Tout ça pour vous aider à développer des compétences vraiment valorisantes. Le site internet évolue chaque jour. Les paiements sont déjà disponibles en Afrique. On travaille à intégrer les systèmes occidentaux. D'ailleurs, si vous pouvez nous aider en ce sens, contactez-nous. Voici le mail, voici le numéro. Je vous laisse le lien du site internet en description. Revenons au sujet. Celui qui contrôle l'argent contrôle le pays. Et ce n'est pas une théorie académique, c'est un fait, c'est factuel. Celui qui contrôle l'argent contrôle le pays. Ajoute à cela des structures communautaires fortes, leurs écoles privées à eux, leurs lieux culturels à eux, en Côte d'Ivoire, dans les pays des gens, des mariages endogames, donc entre eux, des réseaux familiaux et des systèmes fermés où tu ne peux pas entrer si tu n'es pas libanais. Quand on combine tout ça, ce n'est pas juste une réussite économique d'une communauté, c'est une barrière invisible qui se dessine, mais une barrière que tout le monde voit. Oui, c'est paradoxal, mais c'est un fait. Le problème n'est pas qu'une communauté réussisse. Le problème apparaît lorsque les règles du jeu ne sont plus les mêmes pour tout le monde. Le problème, c'est qu'une communauté qui méprise les autochtones a trop de pouvoir. Et c'est exactement pourquoi est-ce qu'une radio devient une affaire nationale. Parce que ça symbolise une peur réelle. Une peur qu'a n'importe quel peuple de voir des gens arriver chez eux, de prendre tellement de pouvoir et de finir par les remplacer. Ce qui alimente aujourd'hui la colère ou la méfiance, ce ne sont pas seulement les chiffres économiques. Ce sont les récits qui circulent dans la population, qui démontrent ou qui montrent avec un peu de prévision où est-ce que ça va arriver. En Côte d'Ivoire, ils sont capables d'obtenir ce que les autres communautés en Côte d'Ivoire n'obtiendront jamais. On parle de la quantité d'affaires judiciaires qui n'aboutissent pas, des portes qui s'ouvrent plus facilement pour eux que pour les autres, même des autochtones. Ils ont accès aux capitaux, à des connexions, parce que voilà, ils sont libanais. Les autres n'ont pas accès à ça, parce qu'ils ne sont pas libanais. Quand on se met d'accord dans tous les pays, les milieux d'affaires, les milieux où il y a l'argent, entretiennent des relations étroites avec le pouvoir politique. C'est comme ça dans tous les pays, on sait, d'accord? Personne ne va dire le contraire. Financement de campagne, proximité avec les décideurs, soutien discret à différents camps pour protéger les intérêts économiques, même certaines largesses. Ce n'est pas une exception. Tel enfant a besoin de travailler dans l'entreprise de tel, on passe par toi pour que ça arrive. Bref, ce n'est pas une exception. C'est le fonctionnement classique du capitalisme politique. Ok, d'accord, on a accepté, mais le problème, il n'est pas là. Le truc, c'est que ici, dans le cas de la Côte d'Ivoire, la situation prend une dimension particulière parce que cette influence écrase toutes les autres. Toutes les autres. Même les entrepreneurs locaux sont écrasés dans cette affaire. Des accusations circulent régulièrement sur des financements informels, des alliances opportunistes avec les partis au pouvoir ou alors des réseaux capables d'adapter leurs intérêts à chaque changement politique. En gros, ce que vous devez comprendre, c'est que actuellement en Côte d'Ivoire, il y a des acteurs économiques intouchables. Peu importe ce qu'ils font, ils sont intouchables. Un des éléments les plus explosifs dans le débat concerne le foncier et les litiges commerciaux. On a des témoignages et des vidéos virales qui montrent des scènes où des citoyens nous expliquent qu'ils ne sont pas capables de défendre leurs droits face à des Libanais. Donc quand ils portent plainte aux Libanais, là, la situation devient toujours infiniment plus compliquée et ils n'ont jamais de justice. On parle pourtant des citoyens autochtones. On parle pourtant des gens qui ont objectivement tort, même s'ils ont de l'argent. Admettons qu'ils ne payent pas le préjudice en allant en prison ou autre, parce que oui, quand tu es très riche, généralement, tu trouves des moyens d'éviter ça. Mais les personnes qui ont reçu du tort ne sont même pas indemnisées. Ils ne disent même pas qu'on donnez-lui de l'argent pour rembourser la frustration. Non, rien. C'est la personne qui est punie, humiliée, chassée. Vous réalisez ça, vous arrivez au commissariat porter plainte, mais c'est vous qu'on insulte et qu'on humilie. Je suis partie voir l'officier de police, je lui ai expliqué l'histoire. Ça fait 8 mois je travaille, je gardais leur enfant, je nettoyais. Il dit que moi pour m'appeler, pour que le Libanais m'appelle. La Libanaise là, elle vivait son mari et ses 2 enfants. Et puis genre sa grande fille, sa fille est partie au Liban. Pour m'appeler, il dit, on m'avait donné un petit conseil comme Kajibi, c'est là-bas il dormait. Mon corps même ne rentrait même pas là-bas. Quand il me réveille, tout mon corps me fait mal. Et je veux rentrer normalement, ils sont arrivés avant moi, donc ils sont dans le bureau. On veut rentrer, l'officier, le sergent qui est devant a dit non, on n'a qu'à attendre. On a assise, ma grande fille, on entend attendre. Quelques minutes comme ça après. Le monsieur, le Libanais et sa femme sont sortis de là. Et puis maintenant, l'officier de police est venu avec eux. Et puis il m'a regardé et dit,
Saint-Jean, va avec elle, après tu vas avec la dame et puis sa soeur, ils vont aller prendre les bagages. Donc, descendez le reste de ces bagages, de déployer ça au gardien. J'étais choqué, je ne comprenais pas. Je rentre, l'officier me regarde dans les yeux, me dit ne plus jamais mettre mes pieds là-bas. Que où est papier qui prouve que j'ai un contrat avec eux, que eux ne règlent pas de problème comme ça ici, dans mon propre pays. Dans mon propre pays. Et puis ce jour-là, j'avais mes monstres. J'ai dit qu'il y avait mes règles comme ça. Le jour où vous allez voir un Libanais en train de porter main à un corps habillé en Côte d'Ivoire, passez vos chemins. N'intervenez pas les gars. Mais les corps habillés de la Côte d'Ivoire ne se font pas respecter. C'est pour ça que les Libanais ne les respectent pas. Tu vas avoir problème un Libanais, tu vas aller au commissariat, à la gendarmerie, partout. Ils vont prendre le Libanais, lui va rentrer dans le bureau climatisé. Et toi, on te met derrière là-bas. Tu as raison, tu n'as pas raison. Eux s'en foutent, ils ne cherchent même pas à voir si tu as raison. C'est l'argent qui les intéresse. En plein rue, même s'ils sont en train de contrôler le Libanais là. Dès qu'il dit les pièces, le Libanais te dit 10 000, il prend même sa poche. Il dit chef, amitié. Dans ce genre d'affaires, il y a une vidéo qui est devenue un symbole qui montre une femme qui supplie un homme présenté comme un investisseur libanais de ne pas prendre son terrain. Elle refuse de vendre le terrain. On la menace de partout et elle finit par supplier le gars. C'est une scène qui marque l'imaginaire collectif. Une Ivoirienne qui demande pardon à un Libanais en Côte d'Ivoire pour ne pas que ce Libanais prenne son terrain. Écoutez. Bonjour Monsieur Fawaz. La dernière fois vous avez envoyé les cargos ici. Ils n'ont même pas pensé qu'il y a des enfants. Quand ils ont lancé la cri là, il y a une qui a failli passer. Monsieur Fawaz, qu'est-ce que vous n'avez pas? C'est pour 750 mètres carrés. Ceux qui nous disent qu'est-ce qu'on va faire 750 mètres carrés de vous donner là. Mais ça c'est notre terre. Nous on ne veut pas vendre. Nous là, si demain on n'est pas là, nos parents nous ont laissé. On va donner à nos enfants qui eux aussi vont laisser à leurs enfants et ainsi de suite. On ne veut pas vendre. Vous avez des immeubles partout. Vous avez des sociétés dans toute la sous-région. Vous avez des biens au Liban. Et si on était vos enfants, vous devrez être fiers de nous. Parce qu'au moins, les enfants ne vont pas vendre votre maison où vous avez dormi dedans. Vous dites qu'on ne vous a pas demandé pardon. Si vous êtes gentil, que vous avez une famille. Question, vous avez demandé pardon. Vous avez laissé mes Fawaz. Vous êtes sûr qu'on ne vous a pas demandé pardon? J'ai vu avec votre ambassadeur, quand il a envoyé des gens nous voir pour qu'on vous donne, on lui a dit d'aller vous demander pardon. Monsieur Koko, du ministère des Affaires étrangères, il est venu nous voir. On dit d'aller vous demander pardon. Toi-même dans ton pays, tu demandes pardon à un étranger pour ne pas qu'il prenne ton terrain que tes parents t'ont laissé. Et tes autorités qui sont censées te défendre, eux-mêmes te disent d'aller demander pardon à ce Libanais. Non, la Côte d'Ivoire est maudite. C'est fini pour nous. Vous voyez ça? Vous vous retrouvez à supplier un étranger de ne pas prendre votre terre chez vous. C'est quand même d'une rare humiliation. Et les dirigeants sont là, ils regardent, ils n'ont pas de pression parce que eux, bien évidemment, n'auront jamais ce genre de problème. Les rapports et les analyses évoquent des accusations récurrentes du genre. Plainte classée sans suite, lenteur judiciaire, intervention informelle de réseaux d'influence. Revenons à l'affaire qui relance les débats. La radio communautaire des Libanais et les rumeurs autour d'une chaîne télé même. Parce que ça ne va pas s'arrêter à une radio. Ils vont aussi ajouter la télé dessus. L'existence d'un média fermé centré sur une communauté dans un pays étranger qui ne se veut pas particulièrement cosmopolite. Quand on ajoute à ça les écoles privées, les réseaux économiques internes, bref, les quartiers, les structures officielles qui leur sont propres et j'en passe. Quand une communauté possède déjà le commerce, l'immobilier, maintenant les médias, dans combien de temps pensez-vous que cette communauté aura la politique et finalement l'armée? Les enquêtes internationales sur les flux financiers suspects liés à des réseaux transnationaux reliés par la communauté là, ça ajoute une couche supplémentaire de tension. Lorsque des investigations étrangères mentionnent des circuits économiques passant par des entreprises libanaises locales, le débat change de dimension. On ne parle plus seulement d'économie mais aussi de sécurité et d'influence géopolitique. Oui, parce que n'oubliez pas qu'à la base, ils sont là pour une question d'influence géopolitique. Ils servent de relais au gouvernement colonial français. Ce qui inquiète le plus dans l'histoire des nations, ce ne sont pas forcément des invasions militaires ou alors la conquête visible. Le véritable basculement arrive souvent beaucoup plus lentement par accumulation silencieuse de forces économiques, sociales
culturelles et politiques qui finissent par redessiner l'équilibre d'un pays sans qu'aucun seul coup de feu ne soit tiré. Le mécanisme commence presque toujours de la même manière. On a une diaspora économique qui s'installe, prospère et s'organise. Et grâce à sa solidarité interne, à l'accès aux capitaux internationaux et à des réseaux transnationaux extrêmement efficaces, elles réussissent très rapidement dans les secteurs stratégiques. Le commerce, l'import-export, l'énergie, l'immobilier, la distribution. Au départ, cette réussite est perçue comme une richesse supplémentaire pour le pays. C'est bien, voilà, ils viennent, s'installent, on les accueille, ok, c'est bien. Elle crée des emplois, ça dynamise certaines zones urbaines et ça apporte même un certain savoir-faire. Mais avec le temps, la logique change parce que lorsque la réussite se concentre durablement dans certains groupes, ça devient un signal collectif. L'histoire de la Mauritanie montre à quel point les tensions économiques et identitaires peuvent dégénérer lorsque l'État est incapable d'arbitrer équitablement les rapports entre les communautés du pays. Ce qui s'est passé en Mauritanie, c'était une arabisation progressive du pouvoir politique, une transformation culturelle liée au commerce transsaharien et à l'islamisation, ainsi qu'un basculement des centres de décision vers les élites nomades du Nord. Donc, c'est quand le pouvoir a été pris par les Arabes que voilà ce qu'on a. Même après l'indépendance de 1960, les tensions entre l'orientation africaine du pays et l'orientation arabe du pays sont restées très fortes. Ces tensions se sont maintenues un bon moment avant maintenant que les Arabes ne prennent le contrôle total. Donc, le contrôle politique d'un pays, le contrôle de l'armée d'un pays ne change pas par la disparition d'une population, mais par une réorganisation des structures de pouvoir, des langues administratives ainsi que des réseaux économiques. Et ça commence toujours par le contrôle de l'argent, parce que c'est à partir de l'argent qu'on peut financer tout le reste. Le Zaïre, la République démocratique du Congo de Mobutu, avait compris ça. L'expulsion massive des Libanais du Zaïre s'est principalement déroulée en février, je crois, 1995, sous le gouvernement du premier ministre Léon Kendo Wadongo. Et c'était dans un contexte de crise économique profonde et d'effondrement progressif de l'État dirigé par Mobutu Sese Seko. L'opération a été menée très brutalement et extrêmement rapidement. Les expulsions ont touché plusieurs nationalités, mais la principale communauté touchée, c'était les Libanais. Ils étaient principalement ciblés, notamment les gars très influents présents dans le commerce, le secteur des ressources naturelles et j'en passe. Les personnes visées étaient arrêtées très rapidement, puis expulsées par vol affrété ou alors ils étaient contraints de quitter le pays dans l'urgence et de tout laisser sur place. Ils étaient mis en prison. Le gouvernement justifiait ces mesures par la nécessité de restaurer l'ordre économique. Les autorités évoquaient des accusations de trafic de matières précieuses, d'introduction de fausses monnaies et surtout de corruption qui alimentait la crise économique. Officiellement, il s'agissait, et écoutez très bien, il s'agissait pour Mobutu d'assainir l'économie nationale et de reprendre le contrôle financier du pays. Parce que certains secteurs, certaines choses ne doivent pas être contrôlées par des étrangers. Comprenons donc qu'un pays peut être pris de l'intérieur, non pas parce que il y a un groupe qui a planifié une conquête, mais parce que il y a plusieurs dynamiques qui se sont créées et qui ont fait en sorte que ce groupe dominant dise mais pourquoi pas. L'argent se concentre progressivement dans des groupes qui fonctionnent entre eux. Une partie de l'économie nationale devient de plus en plus dépendante de ces réseaux-là, de ces mêmes gens-là. Et les institutions publiques perdent leur capacité à garantir la justice pour tout le monde. À votre avis, pourquoi pas? Vous faites partie de ce groupe-là. À un moment donné, vous vous posez la question, mais pourquoi pas diriger le pays une fois? On comprend donc qu'à ce stade, le débat n'est plus sur des chiffres ou des entreprises, mais sur la survie d'un pays. L'histoire montre donc une vérité. Un pays ne perd pas forcément par la guerre. Il peut se fragmenter lentement lorsque des réseaux économiques deviennent plus solides que les institutions nationales chargées de maintenir l'équilibre. Eh Dieu, c'est fini. C'est gâté, c'est fini. Ce qu'on ne voulait pas là, c'est arrivé. Pour la première fois dans l'histoire, vol direct Abidjan-Beyrouth, Côte d'Ivoire-Liban, des vols directs. C'est à l'avantage de qui? C'est pour faire quoi? C'est pour qui? Le grand remplacement vient de commencer. Ils ont vu qu'on est en tas depuis plus de 8 mois. Ils ont vu que c'est pas un buzz. Ils ont vu que ça va finir par une révolution anti-Liboul. Ils se sont préparés, ils ont investi et ils vont faire venir leurs frères en tas. Parce que nous les Ivoiriens, on ne rêve pas d'aller au Liban. C'est en ruine. L'argent libanais est moins fort que l'argent guinéen. Il n'y a rien à faire là-bas si ce n'est pas esclavage. Bon, le vol Abidjan-Beyrouth là, c'est pour qui? Si ce n'est pas pour qu'eux, ils viennent nous remplacer. Famille, l'heure est très grave. La livre libanaise est la monnaie la plus faible au monde. Numéro 1. Elle n'est pas 6e, c'est numéro 1.
Ça, c'est pour vous, les Ivoiriens. Écoutez bien. Parce que vous laissez des gens qui ont la monnaie la plus faible au monde commander vos pays. Ça s'appelle une faiblesse mentale. Écoutez bien. La livre libanaise est dans une certaine mesure la monnaie la plus faible au monde. Dans le monde entier, la monnaie la plus faible, c'est la livre libanaise. C'est une folie. Voilà comme le type dit. Maintenant qu'il y a cette ligne directe là qui a été ouverte, encore plus de Libanais pourront venir plus rapidement, plus efficacement. Et pas seulement en transportant des gens ou quelques marchandises, mais beaucoup plus. Et dites-vous que c'est par cette méthode là que l'Afrique a perdu plusieurs pays, plusieurs nations et plusieurs civilisations. L'Égypte, la Libye, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Mauritanie, tous ces pays étaient noirs avant. Aujourd'hui, ils ont divisé l'Afrique en deux. Et les mêmes mécanismes se reproduisent parce que les dirigeants pensent à eux, à leur ventre, au lieu de penser à leur nation. Nous sommes en guerre et les faibles vont disparaître. Les faibles vont disparaître. Ça, il n'y a rien à faire. Soit vous avez confiance en vous, vous développez votre outil, ou bien vous n'avez pas confiance et vous disparaissez. Et dites-vous que si on disparaît, je parle en tant que peuple, en tant que civilisation noire africaine, si on disparaît, on ne va même pas parler de nous dans l'histoire. Hein. On va nous effacer. On ne va pas dire non, avant il y avait des civilisations qui ressemblaient à ça, on a pris leur terre. Sinon, on va disparaître, on n'aura jamais existé. Comme ils ont effacé l'histoire des Indiens d'Amérique et effacé l'histoire des autochtones d'Australie. La raison pour laquelle ils n'ont pas pu effacer l'histoire des Noirs en Égypte, c'est parce que cette histoire était trop marquée, trop forte. Mais s'ils pouvaient même porter les pyramides et partir avec, ils auraient porté ça, ils seraient partis avec. Mais malgré le fait qu'ils n'ont pas pu effacer, vous voyez toute l'énergie déployée pour effacer les Noirs et pour qu'ils s'attribuent la civilisation des Tanétières, ce qu'on appelle aujourd'hui l'Égypte antique. Vous voyez tout l'effort qu'ils mettent en œuvre. Le danger n'a jamais été la diversité en elle-même. Le danger, c'est l'absence d'arbitre crédible, capable de garantir que personne d'extérieur ne puisse posséder littéralement le pays à l'intérieur. Mais le niveau de corruption de nos dirigeants, le niveau de corruption, le niveau d'égoïsme, parce que c'est un problème à trop d'échelles. Je, moi, j'ai, mi, me, ma. Tout ce qui compte, c'est eux. Ils ne voient pas plus loin que le bout de leurs quelques années d'existence. L'Afrique est en retard. Nous sommes en retard. L'Afrique est terriblement en retard. Et le fossé se creuse chaque seconde. Mais ce n'est pas une fatalité. Le retard peut être rattrapé et vite. C'est possible. Et on ne parle pas de centaines d'années, non. En 20-30 ans, l'Afrique peut rattraper tout son retard. La Chine l'a fait. La Corée du Sud l'a fait. Malgré ses lacunes, la Corée du Sud l'a fait. Parce qu'il y a trop de lacunes en Corée du Sud. Mais ils l'ont fait. Et si on ne rattrape pas notre retard, je vous assure que nous allons disparaître. Et si ça arrive, j'espère que mes vidéos feront preuve d'archives historiques pour l'histoire. J'espère au moins que ça pourrait aider certaines personnes d'ici quelques centaines d'années. Bref, voilà ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'attends vos avis, vos analyses et on se retrouve une prochaine fois.